Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, un nouveau gouvernement au Sénégal. Les principales figures de la précédente équipe demeurent en fonction au sein de ce gouvernement, toujours dirigé par le Premier ministre Amadou Ba, candidat du pouvoir à la présidentielle de 2024. La Ligue arabe condamne le siège israélien de Gaza et appelle à la désescalade. Les ministres des Affaires étrangères réclament l'acheminement immédiat de la nourriture et du carburant dans l'enclave soumise au blocus d'Israël. Le Grand Prix mondial de taekwondo, les Tunisiens Mohamed Khalil, Jedoubi et Firas Katoussi décrochent l'or à Taïwan. On ouvre ce journal par le Sénat malgache qui a voté ce 12 octobre 2023 à l'unanimité la destitution de son président Erimana Razafimaea, dont l'état de santé mentale est remis en cause par des sénateurs de l'IRD, le parti du président Drazoël, suite aux déclarations de Erimana Razafimaea qui a indiqué avoir fait l'objet de menaces de mort par des conseillers du président sortant Drazoël s'il ne renonçait pas au poste de chef de l'État par intérim. Au lendemain de ces révélations, il s'est finalement dit en mesure d'assurer l'intérim à la tête du pays, un revirement considéré comme un signe de déficience mentale par les sénateurs qui ont initié la séance de ce jeudi, qui a donc entraîné la destitution du président du Sénat qui lui dénonce cette décision. Il compte faire appel auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Nouvelle illustration du contexte préélectoral très délicat à Madagascar, où la Haute Cour constitutionnelle a annoncé ce 12 octobre le report du premier tour du scrutin présidentiel qui aura finalement lieu le 16 novembre 2023. La HCC invoque un cas de force majeure. Le président sortant candidat à sa succession, Andrazoël, aurait été blessé à l'œil suite à l'explosion d'une grenade lacrymogène tirée par les forces de l'ordre lors d'un rassemblement. La composition du nouveau gouvernement est désormais connue au Sénégal. Une équipe de 39 ministres, un gouvernement de la continuité à quelques mois de l'élection présidentielle de février 2024. Seuls 6 ministres font leur entrée. Autre nouveauté, la création d'un ministère dédié au développement du chemin de fer. À noter également quelques changements. Aïssata Tall Sall, ancienne ministre des Affaires étrangères, a échangé son ministère avec celui d'Ismaïla Madior Fall, qui était auparavant à la justice. Samantha Saberou, Saboubank. Au Sénégal, le président Macky Sall a nommé ce 11 octobre 2023 un gouvernement composé de 39 ministres, dont 6 femmes à 6 mois de la présidentielle du 25 février 2024. Ce nouveau gouvernement compte un ministre de plus que le précédent. La nouvelle équipe gouvernementale est caractérisée par des permutations et reconductions avec 6 nouveaux ministres entrants. Le nouveau gouvernement mis en place est un gouvernement de mission et de combat qui compte 39 ministres. Ce gouvernement est chargé pour les 6 prochains mois de concentrer ses actions autour des 4 orientations majeures. Premièrement, répondre aux défis de la souveraineté et assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle. Le nouveau gouvernement compte 6 arrivées et 4 départs, dont le plus marquant est celui de la ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Oulimata Sarr, remplacé par Doudouka. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, hérite du portefeuille du pétrole et de l'énergie, tandis que Aïssata Tall Sall passe des affaires étrangères au ministère de la Justice. Sidiki Kaba des Forces armées au ministère de l'Intérieur et Ismaïla Madior Fall de la Justice aux Affaires étrangères. Veiller au fonctionnement adéquat des services publics et à la stabilité sociale de l'ensemble des secteurs de la vie de la nation. La santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, les collectivités territoriales, etc. Quatrièmement, enfin, finaliser les projets prioritaires du chef de l'État et amorcer le déploiement à partir du dernier trimestre 2023
du plan d'action prioritaire PAP 3, du plan Sénégal émergent. Cette nouvelle composition fait suite à la dissolution vendredi 6 octobre du premier gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Ba. Le candidat de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, devra avec sa nouvelle équipe répondre aux défis socio-économiques et politiques et assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le président sortant Macky Sall ne sera pas candidat car ayant renoncé en juillet 2023 à un troisième mandat. Elle était en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire pour des détournements présumés de fonds publics. Sylvia Bongo Ondimba, l'épouse de l'ex-président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est désormais incarcérée. L'ancienne première dame a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville mercredi soir après une nouvelle audition par un juge d'instruction. Sylvia Bongo Ondimba a été inculpée le 28 septembre, notamment pour blanchiment de capitaux et faux et usage de faux. Son avocat dénonce une procédure illégale et arbitraire. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, qui appellent à l'arrêt des combats, réclament l'autorisation immédiate de l'entrée de l'aide humanitaire, de nourriture et de carburant à Gaza. La Ligue exige la levée du siège de l'enclave palestinienne tout en plaidant en faveur de la relance du processus de paix, alors que le conflit entre Israël et l'autorité palestinienne continue, faisant en moins d'une semaine au moins 1200 morts côté israélien et plus d'1 millier chez les Palestiniens. Catherine Gombe. Réunis au siège de la Ligue arabe au Caire en Égypte, les ministres des Affaires étrangères de l'organisation ont condamné le 11 octobre le siège imposé par Israël à Gaza, réclamant dans le même temps l'acheminement immédiat d'aide aux 2,3 millions de Palestiniens soumis à des raids aériens d'Israël en réponse à l'attaque lancée par le Hamas le 7 octobre. En effet, Israël a mené mercredi pour le 5e jour consécutif des raids aériens destructeurs dans la bande de Gaza et a annoncé un gouvernement d'urgence pour la durée du conflit avec le Hamas palestinien qui a déjà fait des milliers de morts. Les événements sanglants et horribles qui ont commencé le samedi 7 octobre 2023 et la violence sans précédent qui les a accompagnés indiquent que la région est confrontée à une situation sans précédent dont les répercussions pourraient entrer dans le conflit et alimenter l'escalade d'un horrible discours d'éradication systématique. La résolution numéro 8987 du Conseil de la Ligue arabe appelle toutes les parties à faire preuve de retenue tout en mettant en garde contre les graves conséquences humanitaires et sécuritaires d'une escalade continue dans la région. Nous convenons ensemble de la violence extrême entre ces deux pays. Je suis malgré moi obligé de reconnaître que la situation est en train de dégénérer et de nous échapper. C'est un moment particulièrement critique où nous devons plaider pour la retenue. La Ligue arabe, qui comprend 21 pays dans 7 États africains, a en outre mis l'accent sur la nécessité de libérer les civils ainsi que tous les prisonniers détenus et de lever le blocus sur la bande de Gaza. De plus, elle a appelé à permettre immédiatement l'entrée d'aide humanitaire, de nourriture et de carburant pour protéger les victimes des tensions entre Israéliens et Palestiniens qui s'imbriquent dans un conflit datant de bientôt 75 ans. Les tensions ont connu un nouveau pic après les attaques du mouvement islamiste de Hamas en Israël le 7 octobre, faisant plus de 1200 morts côté israélien, dont des civils. La problématique liée à l'accès aux soins de santé est l'un des maux dont souffre le continent africain. Des millions de personnes meurent chaque année faute de soins, des soins de santé, mais aussi des médicaments qui restent inabordables en raison notamment de dépenses publiques dans la santé 10 fois inférieures à la moyenne mondiale. Conséquence, des populations, surtout les plus défavorisées, ont encore accès à une gamme très limitée de services. Afin de faire face à ce problème, l'idée d'une assurance maladie fait son chemin dans quelques pays du continent africain, à l'instar du Nigeria. Nathalie Mo. Le gouvernement fédéral a lancé ses lignes directrices pour faciliter la mise en œuvre de l'assurance maladie au Nigeria. Le 10 octobre 2023, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Mohamed Ali Pat,
a fourni des orientations pour l'augmentation des ressources nécessaires au renforcement des régimes d'assurance dans le pays. La couverture santé universelle va permettre aux Nigérians d'obtenir 75% de réduction sur leurs frais médicaux. La population nigériane compte une part beaucoup plus importante des dépenses personnelles pour des soins de santé dans la région et même dans le monde. C'est un problème. C'est ce que nous essayons de changer maintenant en allant dans cette direction à travers l'Autorité nationale d'assurance maladie. 90% des Nigérians restent exclus du programme national d'assurance maladie. Dans le pays, la loi sur la création de l'Autorité nationale de l'assurance santé adoptée en mai 2022 a jeté les bases de la transformation du système de santé nigérian afin de le rendre plus inclusif. 8,4% des Nigérians, moins de 10% sont couverts par une assurance maladie. Cette administration se concentre sur l'expansion de l'assurance maladie, l'amélioration de la protection financière, ainsi que la réalisation d'une couverture universelle comme objectif à long terme pour sauver des vies et réduire la douleur physique et financière des Nigérians, ainsi qu'à assurer l'accès aux soins médicaux. Au Nigeria, la souscription à une police d'assurance maladie est obligatoire depuis 2022. L'objectif du gouvernement est de faciliter l'accès aux soins de santé à 75% de Nigérians à moyen terme. Les dépenses publiques du Nigeria en matière de soins de santé représentent 3,75% de son PIB de 495 milliards de dollars selon des données officielles. Les inégalités sociales en Afrique se traduisent également dans l'accès à l'eau. Assurer l'accès à l'eau potable à tous reste un grand défi sur le continent où seulement une personne sur 4 peut s'approvisionner en eau potable et bénéficie d'installations sanitaires de base. La problématique est au cœur de la Biennale Euro-Africa qui se poursuit à Montpellier en France. Reportage Kamesh Katapoulé avec les images d'Ousseinou Gueye. L'eau, ressource synonyme de vie, mais qui se raréfie. La problématique est à la fois cruciale et universelle au vu des chiffres actuels. À l'échelle mondiale, environ 4 milliards de la population doit déjà faire face à un stress hydrique élevé et cependant au moins une fois par an selon le World Resources Institute. Dans ce contexte de surconsommation vampirique, comme l'a déploré le patron de l'ONU, Antonio Guterres, l'Afrique et l'Europe doivent mener des réflexions communes pour relever ces défis liés à l'eau. Autant de défis qui ont rassemblé chercheurs et universitaires autour de la table des discussions lors des Water Days de Montpellier. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une conscientisation réelle qui doit se faire. Même vous, en tant que journaliste, vous pouvez passer des heures et des heures à parler de l'eau. Parce que l'homme est constitué à 70% au moins de l'eau. Et tout ce que nous faisons, c'est avec de l'eau. Mais on ne se rend pas compte que l'eau est quand même, certaines fois, une ressource qui ne se renouvelle pas. Comment on fait? Même qu'elle doit se renouveler, on a tout pollué et on ne peut rien faire avec. Donc il faut une conscientisation. Et alors que cette crise mondiale de l'eau s'est déjà installée, les prévisions des experts sont alarmantes. L'Organisation météorologique mondiale estime que d'ici 2050, plus de 5 milliards de personnes pourraient être confrontées à des difficultés d'accès à l'eau potable. Une pénurie qui va par conséquent accroître le risque de tensions entre les États. Des tensions qui se sont déjà matérialisées en Afrique, notamment avec le grand barrage de la Renaissance construit par l'Éthiopie. Face à ces conflits qui gagnent en intensité, la crainte d'une guerre de l'eau émerge peu à peu dans les consciences. Dès lors qu'on est dans un système qui est en crise, les choses se cristallisent, deviennent beaucoup plus compliquées. Et pour autant, je crois qu'on peut finalement, d'une certaine manière, prendre exemple sur ce qui existe sur le continent africain depuis de nombreuses années. Vous avez de vraies réussites qui montrent que lorsqu'on est suffisamment raisonnable, on est capable de mettre en place des structures qui vont être des lieux d'interaction, de concertation, de discussion pour aboutir à des compromis. Il y a plusieurs exemples. Si on regarde le bassin du fleuve Sénégal, vous avez la Guinée, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, qui n'ont pas toujours été dans des relations extrêmement cordiales. Et pour autant, il existe l'OMVS, l'Organisation de mise en valeur de la vallée du Sénégal, qui est une vraie réussite. Et tout le monde loue les résultats de l'OMVS. Les Water Days de Montpellier ont donc souligné l'importance du consensus et de la coopération face à la raréfaction de l'eau.
Une coopération qui tend d'ailleurs à se renforcer entre les deux continents. Un partenariat a été signé entre la ville de Montpellier et Kifa, un projet qui vise à améliorer l'accès à l'eau potable dans cette ville située au sud de la Mauritanie. Merci. Double médaille d'or pour la Tunisie lors du Grand Prix mondial de taekwondo. Mohamed Khalil Gendoubi et Firas Katoussi ont décroché l'or. C'était dans la catégorie des moins de 58 kilos que le premier, Mohamed Khalil Gendoubi, a fini victorieux face au Sud-Coréen Jun Jang, décrochant ainsi sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Christian Djimadeu. Le 11 octobre 2023, Firas Katoussi a remporté la médaille d'or au Grand Prix de taekwondo de Taïwan. Katoussi s'est brillamment imposé en finale de la catégorie des moins de 80 kg contre le Sud-Coréen Jeong-woo Sinyo, 2 manches à 1. Son compatriote tunisien Mohamed Khalil Gendoubi s'est quant à lui hissé au sommet du podium des moins de 58 kg en battant en finale le Sud-Coréen Jun Jang, 2 manches à 1. C'était un combattant fort en finale. C'était un très bon athlète. Je le regardais toujours quand il se battait auparavant. Et maintenant, je me suis battu avec lui et je l'ai battu. Après la victoire au Grand Prix de Taïwan, Firas Katoussi améliore son classement olympique et conforte ses chances de qualification automatique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Contrairement à Mohamed Khalil Gendoubi, à qui la médaille d'or ouvre les portes des Jeux Olympiques de Paris. Par ailleurs, le taekwondoïste retrouve la tête du classement olympique. J'ai 4 médailles d'argent et 1 de bronze au Grand Prix. Maintenant, c'est ma première médaille d'or. Les Jeux Olympiques de Paris seront une nouvelle échéance d'envergure pour Mohamed Khalil, après sa participation aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, où il a remporté la médaille d'argent des moins de 58 kg. Pour préparer les Jeux parisiens, Mohamed Khalil est attendu en Angleterre, où les meilleurs athlètes de taekwondo du monde se retrouveront à Manchester au mois de décembre pour la finale du Grand Mondial de taekwondo 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.